BFM Business. Le focus de Tech Co. Focus ce soir sur la réalité virtuelle. On en parle avec nos invités. Sébastien Kunz pour Middle VR, comme réalité virtuelle. Sébastien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Expert en réalité virtuelle depuis une quinzaine d'années. Olivier Godet aussi avec nous pour le salon Virtuality que vous avez créé avec vos petites mains. Olivier, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. Alors il y a un salon effectivement à Laval depuis des années, mais à Paris il n'y avait toujours pas de salon de réalité virtuelle. La chose est réparée avec vous. Ça démarre donc ce vendredi au 104 à Paris dans le 19e et ça va durer donc tout le week-end. Exactement, on commence en fait donc vendredi 24 avec une journée qui est dédiée vraiment aux professionnels. Samedi, dimanche, on ouvre le salon aussi au grand public puisque l'objectif de Virtuality c'est à la fois de démocratiser la réalité virtuelle et aussi principalement de développer des interactions business entre les professionnels qui savent pas encore comment l'intégrer, on va dire dans leur industrie et nos exposants qui ont plein de choses hyper intéressantes à leur proposer. Ça fait des années qu'on en parle. Pourquoi vous, comme ça, début 2017, vous vous dites il faut qu'on monte un salon sur Paris là? Alors c'est pas début 2017 qu'on s'est dit ça puisque nous, ça fait maintenant depuis début 2016 en fait qu'on travaille sur ce projet. C'est un travail de longue haleine et d'ailleurs je suis pas le seul à avoir travaillé dessus et on est toute une équipe. Donc c'est pas juste mes deux petites mains. Ça fait un an, c'est pas non plus. Non mais c'est quand même germé il y a 15 ans dans votre tête quoi. Non effectivement. Vu votre âge, ça serait compliqué. En tout cas, on a eu le déclic en voyant en fait arriver les premiers casques de réalité virtuelle qui arrivaient sur le marché grand public. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui coûtait très cher auparavant, qui demandait des investissements assez élevés. Avec l'arrivée des Oculus, des HTC, etc., ça démocratise aussi auprès des entreprises au sens large. Oculus, il est pas donné, Sébastien. C'est plus pour les pros pour l'instant et ça reste accessible pour du grand public. Il est quand même plus orienté grand public. Il y a quand même plus de jeux vidéo et Oculus s'attarde pas trop sur le marché professionnel. HTC pousse beaucoup plus le marché professionnel. Alors je confonds avec le casque de Microsoft alors. Alors HoloLens il est plutôt à 3 000 €. Effectivement, il est encore un peu plus. Avec HoloLens. Ouais. Bon, ça fait quoi? Ça fait un an et demi. On dit ça y est, c'est parti. Est-ce que c'est vraiment parti? Sébastien. Avec l'arrivée des casques grand public dont on a parlé justement, on est vraiment en pleine phase de démocratisation, c'est ce que Olivier disait juste avant. Des matériels qui coûtaient avant des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros, peuvent être pas vraiment remplacés, mais complémentés par des casques de réalité virtuelle qui coûtent maintenant, on le dit, 800 €. Donc tous les avantages qu'on avait avant pour les professionnels de voir des maquettes numériques en réalité virtuelle, on peut maintenant les déployer dans des bureaux d'études, dans des petits bureaux d'architectes, dans des entreprises qui veulent faire de la formation, donc dans tout un tas de nouveaux marchés. Et c'est le cas, vous sentez une adoption, alors massive, le mot est un peu exagéré, mais vous sentez que ça mord, quoi, ça prend? Bon, on voit l'arrivée de gens qui ne connaissaient pas la réalité virtuelle, qui ne connaissaient même pas la 3D. Par exemple, on a commencé à travailler avec GRTGaz, qui avant faisait des formations plutôt sous PowerPoint et sous Excel, et qui maintenant passent à la réalité virtuelle parce que pour eux, c'est des formations beaucoup plus naturelles et qui ont un vrai retour sur investissement. Oui. Alors vous faites pas des casques, vous n'êtes pas fait que des logiciels. Concepteur, créateur, c'est du logiciel, c'est du soft. Ce sont quoi des applications, c'est ça, sur mesure que vous faites pour des clients industriels ou autres? On fait trois types de choses. On fait des outils pour les développeurs d'applications. On développe des applications à façon effectivement pour des clients et on a aussi une nouvelle salle de réunion virtuelle pour les ingénieurs architectes pour qu'ils puissent simplement faire des réunions en réalité virtuelle, mettre leur casque et se retrouver l'un à côté de l'autre alors qu'ils peuvent être entre Paris, Shanghai, New York sans avoir besoin de se déplacer. Alors qu'on a des géants américains qu'on a cités, Microsoft ou Facebook, qui pour le coup font les casques. Vous travaillez avec des Américains, vous vendez vos solutions à des géants américains. Voilà, on est très content de pouvoir dire qu'on a la NASA comme client, on vient de signer General Electric aussi. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Donc eux en fait ils ont des sites un peu partout dans le monde, avec des sous-traitants un peu partout dans le monde, des clients partout dans le monde, et plutôt que de devoir prendre l'avion, prendre le train pour se rencontrer, ils vont simplement pouvoir mettre leur casque, se retrouver ici comme sur un plateau virtuel en fait, et matérialiser devant eux le projet sur lequel ils sont en train de travailler. Ça peut être un nouveau véhicule, un nouveau bâtiment, ça peut être tout un tas de choses. Une sorte de visioconférence. Visioconférence spécialisée quand on a un modèle 3D. Ouais. Vous allez concurrencer Cisco là, entre autres. On travaille pas encore sur ce marché-là, mais on serait ravis de travailler avec eux. Bon, Sébastien, alors vous donc chez Olivier pour Virtuality, c'est avec ce salon que vous lancez. Là, pareil, vous allez mettre en exergue, vous allez présenter toutes les possibilités offertes par la réalité virtuelle en 2017 et dont beaucoup n'ont pas idée. On a beau l'expliquer, tant qu'on l'a pas testé, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Exactement, c'est vrai que la réalité virtuelle c'est quelque chose qui mérite d'être testé. Donc c'est aussi pour ça que le salon est un format hyper intéressant pour les entreprises, pour venir découvrir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire
faire avec la réalité virtuelle, puisque les possibilités semblent infinies, mais il faut pouvoir les tester pour pouvoir comprendre comment on peut les intégrer demain dans son business. On a beaucoup d'avant-premières sur le salon, on est assez fiers de ça, on aura beaucoup d'expériences un peu waouh à présenter. Exemple. Alors exemple, on a notamment des expériences, alors on a par exemple un exposant qui s'appelle Smart VR qui va présenter une expérience d'hyper-réalité. Je vous avoue que moi-même, j'ai même pas encore eu la chance de la tester, mais ça donne envie. C'est-à-dire que c'est notamment de la motion capture et de l'utilisation d'objets connectés pour venir renforcer en fait l'immersion qui est proposée avec le casque de réalité virtuelle et avec le casque audio bien sûr. On a une autre expérience qui est Caterham Drive XP par une entreprise qui s'appelle Night Shift. Et en fait, l'expérience vous propose de vous retrouver dans le siège du copilote d'un bolide qui s'appelle une Caterham. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'on n'est pas sur un siège à vérin simple. Toutes les données en fait de la voiture ont été retranscrites dans les moindres mouvements du fauteuil. Donc ça, plus le casque VR, plus le casque audio, etc. Et donc on s'accroche à son siège et on vit une course automobile à côté du pilote. Honnêtement, j'en ai fait beaucoup des expériences et celle-ci, elle m'a laissé baba, voilà. Et en général, donc nous, quand on fait des expériences, notamment au bureau, on fait découvrir la réalité virtuelle à un maximum de monde. Il y a une phrase qui revient régulièrement, c'était fou. C'était fou, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et en fait, c'est aussi cet enthousiasme en fait qu'on voit du public et des gens à qui on fait découvrir notre passion, qui nous a donné envie vraiment de se lancer sur ce secteur et de le démocratiser auprès du plus grand nombre. Et le secteur là qui croit déjà dur comme fer et qui en est plus vraiment à la phase d'apprentissage, mais qui investit massivement. Selon vous, c'est le cas? Bien évidemment, il y a l'industrie, hein, Sébastien connaît bien le sujet, ça fait maintenant 20 ans que l'industrie s'est appropriée la réalité virtuelle pour travailler, mais on voit aussi de plus en plus les marques qui s'approprient cette technologie-là. On a de plus en plus de studios de production de vidéos 360 ou des entreprises qui se positionnent vraiment comme des agences de communication en réalité virtuelle qui viennent proposer des dispositifs soit qui sont amenés à proposer de la vidéo 360 pour communiquer, mais également pour proposer des expériences en magasin, pour proposer des expériences sur des événements. Ça, c'est vraiment un des fers de lance de la réalité virtuelle dans son développement aujourd'hui. On gagne quoi grâce à la réalité virtuelle, là, Sébastien? C'est du temps, c'est de l'argent, c'est quoi? On gagne du temps, on gagne de l'argent, on économise des matériaux. Donc par exemple, justement, citer l'industrie, on peut citer Peugeot qui a investi plus de 7 millions d'euros depuis 1999 et Renault qui aussi a acheté un système de réalité virtuelle il y a pas longtemps qui coûte quelques millions d'euros. Et maintenant, ils disent tous les ans, ils économisent 2 millions d'euros et ils font des temps de réduction de 20% sur la conception de leur voiture. Vous donnez beaucoup de chiffres. Si on reprend sur Peugeot, quand vous dites qu'ils investissent 7 millions, depuis l'année 1999. 7 millions tous les ans? Non, 7 millions en tout? En tout, depuis 17 ans, ouais. Et ils mettent l'argent où? Ils achètent des systèmes de réalité virtuelle, donc les grands systèmes qu'on utilisait avant, on a ce qu'on appelait des caves, donc des grandes salles immersives, un peu comme au cinéma en 3D, on a des écrans partout autour. D'accord. Ils ont des écrans géants, ils ont des systèmes à retour d'effort, on peut toucher les objets virtuels, et eux, ça leur permet de tester des designs, plutôt que de faire des prototypes de voitures comme ils faisaient avant, soit en bois, soit en argile. Ça coûte très cher, ça prend du temps. Maintenant, ils les font en virtuel, en claquant des doigts, ils peuvent changer le design, ils peuvent vérifier que ça marche. Et c'est surtout un outil de communication super intéressant, parce qu'ils peuvent ramener des clients et montrer des designs. Avant, quand on montrait des plans, ou alors même avec des architectes, quand on montrait des plans à quelqu'un, moi-même, je comprends pas ce qui se passe. Grâce à la réalité virtuelle, on comprend beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement. Et donc, on peut vraiment interagir avec les concepteurs. Donc, l'industrie, ok, Sébastien, Olivier, décidément, du mal. L'industrie, également la formation. En fait, ce qui est hyper intéressant avec la réalité virtuelle et la vidéo 360, c'est-à-dire quand on est immergé dans le contenu, c'est qu'on a une faculté à mémoriser en fait l'expérience de manière beaucoup plus forte que si on la consulte dans un livre ou que si on essaie de nous apprendre des grands préceptes avec une feuille de papier. On a notamment des entreprises, nous, qui viennent présenter des modules qu'ils ont développés avec leurs clients autour de la formation, donc que ce soit pour la maintenance, pour la sécurité, pour montrer ce qui peut se passer si on ne suit pas les consignes de sécurité. Et donc du coup, on a tendance à mieux retenir ce qui se passe justement parce qu'on a l'impression d'avoir vécu l'expérience, alors que si on a juste été formé à quelques principes, c'est pas toujours évident de les retenir. Et ça, on va trouver quels acteurs là qui utilisent déjà ça ou qui vont monter en charge sur cette utilisation de la réalité virtuelle pour la formation? Pour la formation, alors on retrouve aujourd'hui des agences de communication qui sont des agences spécialisées e-learning en général. D'accord. Qui en fait se sont appropriées aujourd'hui la technologie de la réalité virtuelle pour développer de nouvelles façons d'apprendre des choses, en tout cas pour les entreprises, à leurs employés notamment.
Vous ne parlez pas de santé, messieurs. Est-ce que la santé, là, ça va être un boulevard aussi? Sur la santé, il y a plein d'applications possibles. On a dit la formation. Par exemple, juste sur la formation, on a fait des applications pour GRT Gaz, par exemple, où ça permettait de ramener un poste de décompression de gaz dans une salle de cours plutôt que de devoir se déplacer sur le seul poste de décompression de gaz et de pouvoir faire des erreurs aussi. On a le droit de faire des erreurs en réalité virtuelle. Par contre, en vrai, c'est des erreurs qui coûteraient très cher ou qui pourraient être vraiment dangereuses. Donc là, on apprend en toute sécurité et on peut refaire ces gestes autant de fois qu'on veut. Sur la santé, il y a des traitements de phobie qui existent. On peut, par exemple, traiter la phobie des hauteurs. Donc on peut se mettre dans une falaise virtuelle et puis avoir un psychologue qui va nous aider à travailler là-dessus, peur de prendre l'avion, peur des chiens, peur des araignées. Et aussi sur la formation des chirurgiens, on peut s'entraîner sur tous les cas possibles et imaginables, sur des cas très très rares aussi, sans avoir besoin de s'entraîner sur des cas réels. Ça, c'est des applications que vous avez fait pour des... On n'a pas fait, mais ça existe. Ça existe, d'accord. Ouais. Bon. Et là, 2017, sur quoi vous travaillez, vous, Sébastien? Vraiment beaucoup. Déjà, ça va vous occuper pas mal de temps, ce nouveau contrat avec General Electric, mais... Il y a aussi beaucoup d'applications de formation, on l'a dit. On a aussi travaillé avec un réseau de transport électricité sur des applications de formation aussi, sur des postes électriques. Pareil, ils ont des postes sous tension à 400 000 volts, donc il faut faire attention quand on travaille la maintenance là-dessus. On peut s'entraîner comme ça autant de fois qu'on veut. Et si on passe les tests, on est bon en réalité virtuelle. On dit bon, c'est bon, maintenant tu peux aller sur le terrain, il n'y a pas de souci, quoi. Tu sais faire. Donc ça remplacera, c'est pas prêt de remplacer complètement le réel, mais c'est vraiment un complément, tout comme les pilotes d'avion s'entraînent d'abord sur des avions réels, après il faut passer des qualifications sur une cinquantaine d'avions différents uniquement en virtuel. Là c'est pareil, il faut quand même aller voir en réel. Mais une fois qu'on a vu le réel, après on peut s'entraîner sur différents scénarios, plus ou moins compliqués, plus ou moins dangereux, de jour, de nuit. Et moi, une des premières applications sur lesquelles j'ai travaillé, c'était il y a 15 ans à la SNCF. On a fait des applications de vérification des wagons de marchandises avant qu'ils partent sur les voies. Donc avant, on s'entraînait sur PowerPoint. On regardait simplement des PowerPoint et il fallait imaginer des choses. Maintenant, en réalité virtuelle, on ramène les wagons dans les salles de cours. Et vraiment, on peut simuler tous les wagons possibles et imaginables, on peut simuler toutes les pannes possibles et imaginables, on peut simuler tous les problèmes de sécurité possibles et imaginables. Merci, messieurs, vous restez avec nous. Courte pause. Dans un instant, on continue à parler de la réalité virtuelle, des salons aussi, salons virtuels qui arrivent. On sera avec celui qui organise le SME de Paris et le SME Online. C'est Alain Bosetti, vous connaissez peut-être parce qu'il est aussi juré dans la BFM Academy. Vos commentaires, vos questions sur TechCo ce soir, TECHCO. Et puis après, à 21h30, après le journal de 21h30, donc sur la tech, on sera avec Yves Tirode ce soir, invité exceptionnel. C'est l'ancien CDO de la SNCF qui est maintenant passé chez BPCE et qui est là pour dérouler la stratégie digitale de cette banque qui a annoncé ce matin 1 milliard d'économies, la fermeture aussi de 5% des agences à travers la France. Mine de rien, ça va faire plus de 400 bureaux de vente, points de vente qui vont fermer, soit en caisse d'épargne, soit en banque populaire. Ce sera sans casse sociale, comme souvent dans les grands groupes français, puisque la pyramide des âges aidants, il suffit juste de ne pas remplacer une partie des salariés qui partent à la retraite. On en parlera donc tout à l'heure avec lui dans une petite demi-heure. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. Et on parle de réalité virtuelle pendant encore un petit quart d'heure avec nos invités ce soir. Olivier Godest, Virtuality, le salon qui va démarrer ce vendredi, qui durera tout le week-end. Voilà, il y aura pas mal d'expériences à vivre, assez décoiffantes à vous écouter, Olivier. On vous fait confiance. Sébastien Kuhn aussi est avec nous pour Middle VR ce soir. Et puis petit coup de fil à celui qui organise les salons SME et SME Online, Alain Bosetti. Alain, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît effectivement pour le jury de la BFM Academy, c'est vous aussi. Mais là, on parle pas de ça ce soir, Alain. Exactement, oui. Le virtuel, vous aussi, alors vous misez dessus, vous y croyez? Ah oui, moi j'y crois totalement. Je crois beaucoup à ça parce que c'est un canal additionnel pour pouvoir entrer en relation. Et donc, allô? On vous écoute religieusement. Excusez-moi. Merci, c'est trop. Mais oui, effectivement, il y a les salons physiques qui permettent de pouvoir approfondir les sujets, mais comme le commerce et le e-commerce, les salons virtuels apportent une nouvelle dimension, un nouveau canal, beaucoup plus court. Sur les salons, nous on fait des salons virtuels depuis 2013. Ce qu'on a constaté, c'est que la durée moyenne de visite, c'est 30 minutes. Sur nos salons physiques, comme le salon SME ou le salon de la Silver Economy, les visiteurs restent une demi-journée. Donc l'offre est totalement différente, vous voyez, mais ça oblige le salon physique à devenir plus expérientiel, comme on dit, et les salons virtuels à être le plus ergonomique possible pour pouvoir entrer en relation.
Alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on trouve dans vos salons virtuels, Alain? Alors sur le prochain salon virtuel qui a lieu les 9 et 10 mars, donc c'est le salon SME Online, qui est l'adaptation online du salon physique, et bien les entrepreneurs vont pouvoir, ou les créateurs d'entreprises vont pouvoir trouver des solutions pour financer leur développement, pour communiquer, parce qu'il y a, il y a Google qui est présent, qui expose, il y a Facebook qui est présent, des réseaux d'accompagnement, les chambres de métiers. Demain vous voulez devenir artisan, comment ça se passe? Les chambres de métiers sont là pour vous expliquer, des sociétés de portage salarial, une mutuelle, des éditeurs, donc il y a des stands. Sur ces stands, vous dialoguez avec les exposants par chat, par Skype ou lorsque le salon est fermé par mail. Et puis, sur chacun des stands, vous avez des porte-documents virtuels, vous pouvez donc télécharger des documents, vous pouvez visionner des vidéos à la demande, et puis en plus, il y a toute une offre de conférences, de webinaires live, sur lequel, donc, sur la vente, sur les médias sociaux, sur le portage salarial, et donc en 30 minutes, les experts partagent leur expérience avec les visiteurs. Et votre pari, Alain, c'est que d'ici, je sais pas, quelques années, ces événements virtuels sur 24-48 heures vont tuer le salon physique, ou pas du tout, c'est complémentaire? C'est totalement complémentaire. Aujourd'hui, j'espère bien, aujourd'hui, 90% de mon business, c'est les salons physiques. Donc, mais en revanche, on est le premier organisateur de salons physiques à se lancer dans le virtuel réellement, à le faire réellement, et c'est pas remplacer, c'est compléter. C'est exactement comme ce que le e-commerce apporte aux commerçants. Les commerces, maintenant, il y a des concept stores, il faut qu'ils soient plus événementiels, et en plus, on peut, quand les clients le veulent, entrer dans les boutiques virtuelles. C'est pareil pour les salons virtuels. Ce qui va se passer, et là encore, personne ne sait ce qui va se passer réellement, c'est qu'aujourd'hui, nous faisons des salons virtuels éphémères, et peut-être demain, il y aura des salons virtuels permanents. Mais ça veut dire aussi que le salon classique doit se réinventer, comme le magasin brick and mortar. Totalement. Par exemple, au dernier salon SME, le salon SME, c'est le nouveau nom du salon des micro-entreprises. On avait le thème du salon pour les entrepreneurs, c'était l'audace. Et là, par exemple, on a fait venir des artistes de cirque, parce que l'audace, c'est quoi? C'est sortir de sa zone de confort. On a fait venir des artistes de cirque qui ont fait faire des exercices simples aux entrepreneurs sur comment sortir de sa zone de confort. Ça, c'est pas en virtuel. On organise également des masterclass dans lesquelles il y a interaction entre les animateurs et les entrepreneurs qui sont présents, et pas une conférence classique. Donc bien évidemment, nous nous réinventons complètement dans le physique pour pouvoir apporter des émotions, des contenus qu'ils n'auraient pas ailleurs. Et puis sur le virtuel, eh bien, lorsqu'il y a un volcan islandais qui s'énerve, qui empoche le trafic aérien, lorsqu'il y a un syndicat qui s'énerve et qui fait grève, lorsqu'il y a des intempéries, eh bien, de sa tablette, de son PC, de son smartphone, on peut quand même se connecter. Merci beaucoup Alain Bosetti avec nous ce soir donc par téléphone sur BFM Business. Vous Olivier aussi, Virtuality, là vous y croyez dur comme fer. Vous êtes jeune, vous avez quoi, moins de 30 ans? Non, j'ai un peu plus. Un peu plus, vous faites jeune. Et donc vous vous lancez dans un salon en dur, parce que la réalité virtuelle, il faut encore tester quoi. Oui, et puis je crois quand même beaucoup aux interactions entre les personnes, et c'est vrai que le salon virtuel apporte sûrement un complément. Les mots ont été bien choisis. En revanche, je pense qu'on a besoin quand même de venir à la rencontre des personnes, d'échanger avec elles. Ce qui est intéressant aussi avec notre salon, c'est qu'on fait venir des secteurs d'activité qui sont hyper différents les uns des autres. On a des personnes qui travaillent sur de la production presque culturelle, d'autres qui travaillent pour les d'autres qui travaillent du côté, on va dire, de la formation, on l'a dit tout à l'heure. Citez-les, il y aura qui là sur votre salon? Alors on a par exemple des acteurs comme Microsoft, donc dans les grosses entreprises qui viennent, on a Microsoft HoloLens qui vient. Le casque qu'on le disait tout à l'heure avec Sébastien, qui coûte 3 000 €, mais qui est plus pour les développeurs, pour les pros pour l'instant. Justement, en fait, c'est aujourd'hui Microsoft, ils ont la possibilité de s'implanter dans toutes les directions innovation de beaucoup d'entreprises. Et en fait, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc un salon comme le nôtre va aider à ça. Donc évidemment, Microsoft sera présent, mais je peux vous dire qu'on a au moins à peu près, je crois, 5 ou 6 exposants qui, eux aussi, ne serait-ce parce qu'ils travaillent depuis au moins un an sur Microsoft HoloLens, vont présenter des applications métiers qui existent aujourd'hui sur leur stand. Après, on a des gens qui travaillent également, par exemple, sur le secteur plus culturel. On a un studio de production qui est très bon, qui s'appelle Okio Studio, aujourd'hui qui est une référence sur la production de vidéos 360 de manière internationale. Ils ont gagné déjà beaucoup de prix sur leur notamment création précédente, notamment une qui s'appelle iPhilip. Là, on va avoir en avant-première les premières images de leur nouvelle vidéo 360 qui s'appelle Altération. Je les ai pas encore vues, mais franchement, moi, je n'attends que ça parce que ça a été
une des premières expériences qui m'a donné envie justement de rentrer plus en profondeur dans ces sujets. On les avait fait venir il y a 12-18 mois effectivement pour parler du 360. Et puis d'autres Français qui seront là, des grands qu'on connaît aussi. Alors des grands, on a des marques, on a beaucoup de marques qui seront, enfin beaucoup de marques. Vous me citiez MK2 à la pause. Alors effectivement, on a MK2, donc le réseau de cinéma, qui a développé donc du côté de la bibliothèque François Mitterrand à Paris un lieu culturel dédié à la réalité virtuelle, donc dans lequel on peut venir essayer différentes choses autour du Oculus, autour du Birdly qui est un simulateur de vol qui donne l'impression de voler au-dessus de New York. On aura quelques Birdly qui seront présents sur le salon, donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester, ce sera une bonne occasion. On a des entreprises qui étaient présentes au CES aussi en 2017, notamment Hypersuite qui a présenté en avant-première au CES, donc c'est un simulateur de vol en wingsuit notamment, qui propose un certain nombre d'expériences de vol entre autres. Et on a Sim4Health aussi qui représentait justement la France sur le secteur santé, on en parlait tout à l'heure, et j'aime beaucoup leur baseline qui est jamais la première fois sur le patient. Donc en fait c'est hyper intéressant parce qu'effectivement eux essayent de développer leur logiciel pour proposer au corps médical de s'entraîner de manière virtuelle avant de pouvoir être confronté à des situations réelles. Et donc ça c'est un vrai apport. Donc on a vraiment des belles entreprises qui seront représentées sur Virtuality puisque nous l'objectif c'est vraiment de les mettre en lumière, de les mettre en valeur. Question là sur le hashtag TechCo, la VR n'est accessible qu'aux grandes entreprises. Bon, Sébastien, vous ne serez pas d'accord avec ça? Non, c'est plus vrai du tout. Avant, ça démocratise vraiment la PME, l'artisan du coin peut tester la VR. On peut le tester déjà en allant en salon Virtuality. Ça, oui, mais ça comme un touriste. Mais il peut même aller à la son business. On peut même aller à la Fnac le tester maintenant. Ouais, oui. C'est quand même dingue. Enfin, pour moi qui travaille là-dedans depuis 15 ans, tester de la réalité virtuelle à la Fnac, c'est de la science-fiction. Mais vraiment un casque qui coûte 800 €. Avec les retours sur investissement que ça peut amener, oui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager très sérieusement. 800 €, pour 800 €, j'ai pas d'application. J'ai le casque de je sais pas quel créateur, mais j'ai rien dedans, quoi. Donc c'est comme quand on achète un ordinateur, on n'a pas forcément non plus Word, Excel, et on choisit en fonction de son besoin les logiciels dont on a besoin. Et si je suis une petite boîte, je peux pas faire appel à vous, ou si vos solutions sont accessibles? Si, nous c'est accessible. Oui. Vous avez pas des particuliers, mais des boîtes qui sont pas forcément des grosses boîtes étrangères ou du SBF 120. Qui ont déjà acheté vos solutions. Oui, en France, on a des lycées qui ont acheté nos solutions, on a des petites entreprises qui ont acheté nos solutions, on a des universités qui achètent nos solutions, des labos de recherche, ils sont pas forcément connus pour avoir beaucoup d'argent malheureusement en ce moment. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher et il faut venir le tester parce que comme on le disait avant, on peut pas le comprendre tant qu'on n'a pas testé. Donc on le voit de l'extérieur, on voit des vidéos, on a l'impression d'avoir compris, mais tant qu'on l'a pas essayé, c'est comme la première fois qu'on va prendre un bain ou rentrer dans la mer, on sait pas ce que c'est d'être immergé. Il faut vraiment le tester. Et après, il faut se poser les questions aussi parce que comme on le disait avant, la réalité peut aussi avoir des limitations. Donc avant on disait justement le fait de se déplacer, rencontrer des gens en vrai, ça peut être intéressant, mais il faut aussi voir que se déplacer, c'est un coût environnemental, c'est un coût monétaire. Donc on pourrait peut-être remplacer certaines interactions humaines aussi par un peu plus de virtuel, donc un peu plus par du Skype, un peu plus par Internet. Ça permettrait peut-être de travailler même jusqu'à imaginer travailler à la maison en fait. On pourrait rester à la maison et travailler à la maison sans avoir besoin de se déplacer au bureau, faire des bouchons, etc. Bon, merci. Virtuality, donc, il nous reste 1 minute. Olivier, c'est donc dans le 19e, du 24 au 26 février, c'est au 104. Vous attendez, mine de rien, plus de 10 000 participants, là. On attend à peu près 10 000 participants. On a déjà vraiment beaucoup d'engouement autour de l'événement. On est ravis de ça. Et donc voilà, c'est vraiment nous en tout cas le message qu'on souhaite marteler, c'est que la réalité virtuelle, c'est pas un gadget. Je l'ai souvent entendu et vraiment on défend cette idée qu'il y a vraiment des usages hyper intéressant pour les entreprises et pour les particuliers qui existent autour de cette technologie. Le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est qu'on a vraiment des entreprises françaises qui sont hyper fortes sur ce sujet-là. On a un vrai savoir-faire qu'il faut savoir valoriser pour pouvoir l'exporter à l'international, mais aussi déjà ne serait-ce que bien l'installer en France. Et donc voilà, nous l'objectif avec ce salon, c'est vraiment d'appuyer ces interactions-là avec un maximum d'entreprises et on aura plein de choses hyper intéressantes à présenter. Et c'est du 50-50 ou c'est d'abord juteux en B2B pour l'instant, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer? Ma perception des choses, elle est en tout cas qu'elle est plutôt B2B aujourd'hui. Le marché va se développer de plus en plus auprès du marché B2C. À partir du moment où on aura répondu à 2-3 problématiques. La première, c'est le coût des équipements. On est effectivement sur des équipements qui coûtent beaucoup moins cher qu'il y a encore quelques années, mais il faut effectivement dépenser encore quelques milliers d'euros pour avoir un équipement, on va dire, assez intéressant pour vivre des expériences fortes. La deuxième chose, c'est d'avoir des contenus qui sont un catalogue de contenus qui est beaucoup plus riche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des expériences de réalité virtuelle qui sont fortes,
qui, quand on les fait tester à des amis, ils disent waouh, c'était génial. Et puis on a envie d'aller plus loin et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là, il nous faudrait encore un peu plus de contenu et de nouvelles applications pour justement développer les usages. Ça va prendre encore un peu de temps. C'est les deux premiers points. Et les gens veulent pas payer pour la R&D aujourd'hui des entreprises de réalité virtuelle. Olivier Godès, Virtuality, était avec nous ce soir. Sébastien Kuntz pour Middle VR. Merci messieurs. À très vite sur Tech & Co et dans BFM Business, ou sur BFM Business dans Tech & Co. Je le fais dans le bon ordre. Courte pause dans un instant. Le journal de la tech, comme tous les soirs. On sera effectivement avec Yves Tirode pour BPCE et puis plein d'autres choses dans l'actualité tech. On va reparler entre autres de Facebook là qui attaque et qui continue à coller et à marquer à la culotte Snapchat juste avant son introduction en bourse. C'est juste après ça, tout de suite.